What is up, family? We have the same Patreon request. Part 2, the great review on how games learned from cinema and how to create different camera angles that are just eye-popping. But as usual, the great review, explains it perfectly. So we just sit back, we listen, and that's it. He explains everything you need to know, really. He's showing me already some games that I have not played that I'm a little upset about. I'm not gonna lie. He did some really good games. It looked like they were really good games, and I don't know, man. One day I gotta find a way to get back into that. I was such a gamer back in the day. I don't have time. The same story with me. J'ai pas le temps. Alors, mais c'est dommage parce que les jeux, they look amazing. Bon, anyway. Méthode 7. Méthode parce que c'est la méthode qui parle des cinématiques. Et je me disais, il n'y a pas d'intérêt dans une cinématique, il n'y a aucune des contraintes du gameplay. Une cinématique, c'est vraiment juste un film qui tape l'incruste dans un jeu. Mais en vrai, de vrai, il y a tellement de trucs intéressants à dire. Ouais. Pour ce qui est des gros trailers qu'on voit généralement pendant les conférences ou en ouverture d'un jeu, il n'y a aucun problème. Ils ont rien à apprendre du cinéma, ils savent tout faire. Ils savent utiliser les contrastes de couleurs. Ça, c'est vrai. Et c'est dommage parce que des fois, the trailer, the beginning of the game, ce jeu, ça va être incroyable. And then the game starts and you're like, quoi? Ça, c'est le jeu? That's the only problem. Anyway. Pour montrer l'opposition entre deux camps. Ils savent au contraire montrer que des gens sont dans le même camp, en positionnant les acteurs les uns par rapport aux autres. Ils savent mélanger les influences pour créer des endroits incroyables. See, what game was that? What game is this? En positionnant les I would play this game. C'est quoi ce jeu? Acteurs les uns par rapport aux autres. Ils savent mélanger les influences pour créer des endroits incroyables. Ils savent raconter une histoire entière en 2 minutes. Ils savent t'attacher à un personnage que tu connais depuis 13 secondes. Ils savent balancer la bonne musique au bon moment. Il n'y a pas de galère. That looked like a Warcraft intro. Le truc, c'est que généralement, ils sont pas faits dans le moteur du jeu. Généralement, ils sont même pas faits par le studio. Ils sont faits par des studios spécialisés. Et on est vraiment très très loin de notre sujet d'origine. Donc on va vraiment passer à autre chose. Ok, nouvelle proposition. Qu'est-ce qui se passe si ton jeu, globalement, c'est une cinématique ? Quand le gameplay est tellement discret que le développeur récupère ce droit de posséder la caméra partout parce que l'action du joueur se limite à choisir des options de dialogue par exemple, soudain n'importe quel studio un petit peu ambitieux, un petit peu compétent se remet à faire des trucs de film en fait. Dans Détroit c'est simple, ils savent que du début à la fin ça va avoir une tête de film, ils savent qu'on va les attendre sur la mise en scène. 2038? I'm missing so many games. Tu peux analyser n'importe quel moment de Détroit comme c'était une scène de film, et ça marche. Il y a le même niveau de richesse. Tout premier truc qu'on voit une seconde après avoir lancé la partie, c'est quoi le premier plan ? Sa veste, qui nous dit qu'il est une machine. Donc le premier message c'est une machine. Et le plan juste après, c'est qu'il fait mumuse avec une pièce. Et même s'il a été programmé pour faire ça pour avoir l'air plus humain, c'est pas logique de le faire dans un ascenseur. Il est tout seul. Donc en fait il fait ça parce que ça l'amuse, c'est pas un comportement de machine. Est-ce qu'il a une conscience du coup ? Toute l'intrigue du jeu c'est de savoir si les machines ont une conscience ou pas. Et c'était indiqué dès les 2 premiers plans en 3 secondes. 1 seconde après on a ce plan. C'est toujours la même opposition mais c'est encore mieux fait parce que c'est en une seule image. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous voyez à la fois le cercle lumineux dans sa tête qui confirme que c'est une machine, mais il lève les yeux. Pourquoi il lève les yeux ? Pour regarder les étages qui défilent. Il est impatient. C'est pas impatient un ordinateur. Poser un ordinateur dans une cage d'escalier, on n'a rien à foutre de savoir s'il met 30 minutes ou 1 seconde à arriver. Puis il y a un gros plan sur la pièce, liberté, le deuxième gros thème de ce jeu, avec les machines qui vont essayer de se trouver un pays où elles seront libres, et 1994, la date de l'arrivée au pouvoir de Mandela, avec un peuple opprimé qui se trouve enfin un leader. I gotta play these games. I'm getting very upset. How am I gonna do this? I really want to play these games, man. They look so good. I have to figure it out. Parce que le foreshadowing, c'est cool. Et puis il arrive, et vous avez vu le changement ? D'un coup il est parfaitement droit, il regarde devant lui, il bouge plus, là c'est une machine. Pourquoi ? Parce qu'il y a un humain dans la salle d'entrée. Et soudain on se dit que peut-être les relations humains-androïdes sont pas au mieux dans ce jeu. Peut-être que c'est dangereux pour une machine d'avoir l'air un peu trop humaine dans ce monde. Évidemment on va le découvrir plus tard, mais là pour l'instant, le jeu a commencé depuis 15 secondes, il n'y a pas un mot qui a été échangé, on sait déjà tellement de choses. Cette intro... Toi, tu sais tellement de choses parce que t'es très intelligent.
je crois pas tout le monde dans 15 secondes, they would have came to this conclusion already. My dumbass would have been like, these graphics are amazing. Oh my God. Like not even thinking about the story. Anyway. Super classe. Et c'est pas tout. Now You See It, cool chaîne YouTube, très cool chaîne YouTube, a fait une super vidéo sur l'utilisation des formes au cinéma. Et le rectangle est souvent, pas toujours, mais souvent utilisé pour donner l'impression qu'un personnage se sent enfermé. Great. That's such a good movie. Ou qu'il est carrément pris au piège. Et 5 secondes après cette incroyable intro dans l'ascenseur, on réalise qu'on nous a appelés pour une prise d'otage. Et est-ce que vous avez remarqué qu'en plus de tout le reste qui rend cette scène remarquable, les néons sur l'immeuble au fond sont utilisés pour renforcer l'impression qu'il est complètement pris au piège, il sait pas où aller. Are these only PlayStation games? Are they also on the computer? Et les 2 minutes d'analyse, ça fait prétentieux de dire analyse. Bah, les 2 minutes qu'on vient de faire là sur Détroit, on peut le faire sur n'importe quel passage de Détroit. C'est un jeu qui fait plus d'efforts de mise en scène que la majorité des films qui sortent. Et il dure 12 heures. Pas 2. Wow. Wow. Oh, my cords are tangled. Maintenant, et même si on met énormément de respect sur les efforts de Quantic Dream, c'était leur job. C'était vraiment leur job. Ils avaient 2 jobs. Écrire une histoire en embranchement qui fait sens, qui est intéressante, et ça, faire de la mise en scène. Mais dans n'importe quel jeu où il faut réfléchir à est-ce que la map est trop grande, c'est quoi le gameplay, c'est quoi les mécaniques, est-ce que c'est fun, est-ce que l'équilibrage est là, c'est normal que ce spell fasse exploser 50 gobelins, tellement de trucs à gérer pour un développeur que personne s'étonne qu'il expédie les cinématiques. Personne demande pourquoi la cinématique dans Fable c'est un zoom, personne demande pourquoi les dialogues dans Skyrim ils ressemblent à ça. Assassin's Creed, ils ont été malins. La moindre conversation dans ce jeu ressemble à une conversation de cinéma, parce qu'ils ont utilisé cet angle par-dessus l'épaule. Que vous avez vu dans 1 million de films, parce que c'est l'angle par défaut pour filmer une conversation, c'est celui que tu utilises quand t'as rien de particulier à dire avec l'image ou quand t'as la flemme de chercher un meilleur angle. Or, 95% des dialogues sont comme ça dans ce jeu. Allez chercher Assassin's Creed Odyssey Movie sur YouTube, cliquez au hasard, dites-moi si vous tombez pas sur du par-dessus l'épaule. Et c'est pas parce que le gars en charge des cinématiques était pas inspiré, c'est encore mieux que ça. Les cinématiques dans leur grande majorité sont pas faites à la main, ils ont codé un programme qui fait par-dessus l'épaule d'un personnage, puis de l'autre personnage en fonction de qui parle. Et donc ces cutscenes, pensées pour donner l'impression qu'il y a un réal aux commandes, elles sont complètement automatiques en fait. Ouais. Et même si l'équipe en charge des cinématiques se motivait à faire mieux, elle pourrait pas. Faudrait qu'elle ait des trucs intéressants à mettre dans ses plans. Donc faudrait demander à l'équipe en charge de la map de faire des changements, et évidemment il y a archi pas le temps. Ce que Ubisoft dit quand ils sortent un jeu avec 95% de par-dessus l'épaule, c'est frère, nous aussi on a vu des films. On sait à quoi ça ressemble, c'est très très bien. Mais on a fait une map de 200 km². Dessus, il y a 150 quêtes, 20 000 lignes de dialogue, 200 heures de jeu, on a un système de combat et un canasson, et tout ça, ça doit sortir l'année prochaine, parce que Guillemot doit pouvoir acheter son 3e yacht. He's so right. Personne n'a le temps de filmer parfaitement la petite fleur bleue pour montrer que le personnage est nostalgique. Personne. Wow. Et vous savez, tout le monde est d'accord avec eux. Personne ne leur reproche, moi y compris. J'ai lu 1000 critiques différentes sur Odyssey, j'ai jamais lu « Oh là là, ils sont un petit peu paresseux sur leur mise en scène ». Tout le monde est d'accord qu'ils font un art où il y a tellement de trucs à gérer que la mise en scène c'est pas la prio. Même si Ubisoft n'avait pas les calendriers de sortie ridicules qu'ils ont, la mise en scène serait pas la prio. C'est pour ça que c'est d'autant plus impressionnant quand un RPG qui a 12 000 autres trucs à gérer décide de tryhard quand même. Ok, dans The Witcher 3 aussi, il y a une map de 150 km², des bastons et un canasson et 300 quêtes, toutes très intéressantes d'ailleurs, qui ont dû demander autrement plus de travail d'écriture et de modification de map que les quêtes FedEx honteuses qu'il y a dans Odyssey. Mais ce truc qu'on a fait avec Détroit, de trouver 1000 détails So this game is called Detroit. Dans leur cinématique parce que c'était leur job. Bah, je peux le faire dans The Witcher. Detroit. Je peux le faire à peu près partout dans The Witcher. Au début du jeu, il y a cet arc avec le baron sanglant, qui est absolument incroyable d'ailleurs. Et on nous parle de ce baron, on nous dit c'est la brute épaisse qui terrorise la région avec ses hommes. C'est un chef de guerre, il est méchant, il est cruel, en plus c'est un traître. Il était un soldat du Nord, maintenant il travaille pour l'Empire qui a envahi du Sud. Il n'y a rien de bien à propos de lui. Et puis on le rencontre. Déjà, il fait boire les envoyés de l'Empire dans une bouteille qui porte les armoiries du royaume qui était là avant. Et si vous pensez que c'est un hasard, n'oubliez pas qu'ils ont à peu près 85 assets de bouteilles différents parmi lesquels choisir quand ils font un jeu comme ça. Donc, peut-être qu'il travaille avec l'Empire parce qu'il n'a pas le choix, mais il en est absolument pas ravi. Et ensuite, il nous amène dans son bureau. Regardez la quantité de trucs qu'on peut apprendre sur lui juste avec le décor.
Déjà la sphère armillaire, tout en bas à droite, c'est pas vraiment un outil de brute épaisse. Tout de suite après, les tableaux de Novigrad, qui sont la grande cité du Nord, donc une fois encore, peut-être pas tant un traître que ça. Il y a des bouteilles un petit peu partout, peut-être un léger problème avec l'alcool, et surtout il y a ça. C'est des pots de fleurs sur ces fenêtres. Ça paraît pas incroyable dit comme ça. C'est des pots de fleurs vides. Donc quelqu'un s'occupait de cette pièce, mais cette personne est partie depuis suffisamment longtemps pour que les fleurs meurent. Wow, really? You thought of all of that just looking at that for 2 seconds? Oh my goodness. Sans surprise, dans la suite de la cinématique et dans les autres cinématiques qu'il va y avoir plus tard avec le baron, vous allez apprendre qu'il a un énorme problème avec l'alcool, mais qu'il est pas si idiot que ça, qu'il est pas si mauvais que ça, et que sa femme et sa fille ont disparu. Et vraiment, si vous avez regardé correctement les 3 premières images de la première rencontre avec le baron, vous aviez déjà globalement une idée de tout ça. L'organisation de la pièce est dingue. Remarquez aussi que la première fois qu'on rentre dans la pièce, la toute première fois où il est cadré avec tous les trucs qui sont importants à savoir sur lui. Pas si idiot que ça, pas tant un traître que ça, alcool, proche disparu. Tout est dans ce cadre. Oh, petit truc marrant aussi, Geralt va finir par accepter de rechercher sa femme et sa fille disparues. Et au moment où il accepte, vraiment au moment dans la conversation où il dit oui ok je vais le faire, dans son dos il y a ce tableau. Et ce tableau, c'est le quartier général de l'ordre de fanatiques fous furieux que sa fille a rejoint finalement, c'est ce qu'on va découvrir. Donc en fait au moment où il accepte, la réponse de où elle est dans son dos, et ça c'est rigolo en vrai, c'est ce genre de petits détails. Peut-être que je suis trop con pour jouer à ces jeux. The way he's describing it, I'm like, I would just be too stupid to play these games, maybe. I just couldn't do it. It's too much thinking. I just want to kill things and have fun. But I do a quest. But, not Warcraft quests. You know those Warcraft quests? Go kill 30 wolves and bring me back fur from their coat. And then you come back with 30 pieces of coat from the fur, and from the wolves. Here you go. I did the quest. Okay, very good. Well done. Now, I want you to go find 15 wolf fangs. Les dents de le... What? Les dents de le loup. I just killed 30 wolves for you, for the damn fur. Why couldn't you have just said get the fur and the fangs? I could have did it together, you idiot. Quests like that I hate. But anyway, I don't know where I just ranted on Warcraft for no reason. Okay, anyway. Et même si vous vous êtes pas du tout rendu compte de toutes ces choses à votre premier let's play, si vous vous êtes pas dit oh là là les pots sont vides, clairement on a enlevé sa famille, c'est pas grave, vous l'avez remarqué. Oui, mais je me pardonne, mais oui, j'ai pas compris ça. Non, j'ai dit look, empty vases. That's the only thing that hit my brain. Inconsciemment, ça marche, c'est ça le but de la mise en scène, ça marche inconsciemment de toute façon. Le fait que les bouteilles soient partout, le fait que les pots vides renforcent un côté de solitude autour du baron, c'est des trucs que vous avez remarqué, ça a participé à construire l'image mentale que vous aviez du personnage. Ça demande énormément de travail. Ce délire de déposer des objets partout pour composer des décors, puis se demander c'est quoi le meilleur angle de caméra pour bien les voir, c'est un vrai travail de metteur en scène de fou. Et là, on est encore dans le jeu de base. Donc il y a des cinématiques qui sont très travaillées et d'autres, bon, ça passe. Mais une fois dans les DLC, ça c'est une dinguerie. À partir du moment où on est dans les DLC, chaque cutscene de l'aventure principale, c'est une dinguerie. Gunther Odim est l'un des méchants les plus stylés que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. C'est des Project Red, ils sont parfaitement conscients que leur personnage est incroyable et ils ont vraiment développé tout ce qu'ils savent faire cinématographiquement pour le mettre en valeur. Ok, par exemple, ça, c'est la première rencontre du DLC entre Geralt et Gunther. Gunther est venu proposer à Geralt un marché qui va évidemment lui coûter beaucoup trop cher. Surtout, regardez comment ils sont éclairés. Geralt par la lumière blanche et pure de la lune, Gunther par la lanterne très orange, presque infernale, et puis les négociations vont avancer, et quand Geralt va finir par se laisser tenter, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de la lumière blanche et rentre dans la lumière de Gunther. Quand c'est pas la couleur de l'éclairage, c'est les décors devant lesquels ils sont. Ça, c'est leur deuxième rencontre, et c'est la dernière chance de Geralt d'échapper à toutes ces machinations et de juste partir sans donner ce qu'il veut à Gunther. Donc le choix de s'il va y avoir une aventure ou pas se fait à une intersection. Waouh, c'est symbolique. Mais surtout, regardez les décors devant lesquels ils sont. Pendant la négoce, Gunther est représenté devant un champ de tournesol. Des fleurs géantes à la lumière de la lune, il y a un côté sauvage, il y a même franchement un côté magique, c'est fait exprès. Pendant que Geralt, il est devant la ville. La ville, elle est bien solide, elle est bien réelle, elle est bien ancrée. Et... Wait, I was thinking the same thing, great review. I was thinking the same thing. So jolies ces fleurs. I don't know. Quand Geralt se laisse faire vers la fin de la négociation, ils inversent de place. Et maintenant, Geralt, il est au milieu des tournesols parce qu'il est tombé dans le monde de Gunther et c'est trop tard. Mais du coup, est-ce que Gunther
est tombé dans le monde de Geralt. Alors, il est dans la ville, mais regardez, maintenant la caméra s'est penchée un petit peu et on voit les tournesols qui arrivent parce que l'influence de Gunther envahit tout, en fait. You guys picked up on the same things when you played this, right? You picked up the exact same thing that he said, right? Uh-huh. Aussi, il est toujours en hauteur. Ce que je veux dire par là, c'est que tu crées un personnage qui manipule tout le monde, qui gère tout d'en haut, qui crée des plans et personne ne peut lui échapper. Comment tu fais pour montrer ça visuellement? Littéralement, tu le mets en hauteur. Des fois de 1 mètre, des fois de 3 mètres, des fois de 50 mètres, des fois de 10 cm. Mais à chaque fois que c'est possible, ils ont mis Gunther en hauteur. Il y a un moment dans tout l'arc où il se met une couronne de fleurs sur la tronche et pendant 5 secondes, il arrête de jouer les créatures démoniaques et juste il donne des conseils en amour. C'est le seul moment du DLC où il est représenté plus bas que les gens à qui il parle. Oh d'ailleurs très intéressant, ce truc qu'ils font où ils font bouger les acteurs pour faire passer un message, c'est une des sous-sections de la mise en scène, ça s'appelle du blocking. Le blocking, c'est comment je bouge mes acteurs dans ma scène par rapport au décor et surtout par rapport aux autres acteurs pour raconter un truc. On a commencé cette série de vidéos avec Citizen Kane. Et bah la scène la plus célèbre dans Citizen Kane est célèbre grâce à son blocking. Quand le film est sorti, ce qui a fait beaucoup de bruit c'était la profondeur de champ qu'utilise Orson Welles. La façon, il n'y a pas de flou, c'est net jusqu'au fond de l'image. Mais s'il a fait ça, c'est pour pouvoir faire du blocking avec ses acteurs et qu'on les voit jusqu'au fond. Ok, c'est la scène où on comprend comment Charles Kane, le héros, est devenu l'un des hommes les plus riches des États-Unis alors qu'il est né dans une cabane en bois. Sa mère a trouvé de l'or. Elle possédait une vieille mine qui était censée être vide depuis des années. Finalement, ils ont trouvé énormément d'or dedans. Et elle a mis tous les profits de la mine sur un compte que seul son fils pourrait ouvrir une fois qu'il serait adulte. Et c'est là que c'est le drame. En pensant bien faire, elle l'a envoyé au loin être élevé par un banquier pour qu'il ait une bonne éducation. Alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était avoir une famille. Et donc, il aura toute sa vie une peur panique d'être abandonné, blablabla. Regardez comment tout le monde, dans cette scène, va aller se mettre à sa place pour que plus une personne a du pouvoir dans cette scène, plus elle soit proche de la caméra et donc plus elle est grande à l'image. On a la mère, puis le banquier, puis le père, qui essaye de donner son avis, mais la mine n'était pas à son nom, donc personne n'en a rien à foutre. Et tout, Oui, yeah, it doesn't look like anyone gives a shit what he's about to say. tout au fond, enfermé dans sa fenêtre, il y a Charles, parce qu'on est en train de décider toute sa vie pour lui. Il y a du blocking un petit peu plus actif que ça encore dans Minority Report. Tant que l'inspecteur est en train d'expliquer la technologie qui leur permet d'arrêter les crimes avant qu'ils soient commis, ils sont tous ensemble, il n'y a pas de problème. Mais quand l'agent du ministère se manifeste pour dire qu'il pense que cette technologie elle est complètement immorale, il se sépare des policiers. Pas juste avec ses mots, il se sépare physiquement. Quand on regarde l'avant-après, c'est évident qui pense quoi. Precogs see the future and they're never wrong. But it's not the future if you stop it. Isn't that a fundamental paradox? On a vu avec les tournesols et avec la lanterne qu'ils savent faire du blocking chez CD Projekt, mais la cutscene où ils se sont vraiment dépassés sur ce point, elle n'est pas dans le premier DLC avec Gunther, elle est dans le second. Plus tard. Oh là là, voilà ce que je considère la meilleure cutscene de tout The Witcher 3, le dîner chez Oriana. Les personnages sont Geralt, la duchesse, et Oriana, qui est une riche habitante du coin qui organise des soirées avec des cracheurs de feu et des dauphins magiques. Les soupçons apparaissent quand, au plein milieu du repas, Oriana reçoit la visite de 2 vieux amis qui se trouvent être des vampires. Le joueur sait que c'est des vampires à ce moment-là, et si elle les présente comme de vieux amis, si ça se trouve, elle aussi elle n'est pas humaine. Immédiatement, la caméra prend un plan large qui montre très clairement 2 groupes, les humains d'un côté, les vampires de l'autre, et Oriana, elle n'est pas du bon côté. Et le plan juste après renforce encore les soupçons, on dirait qu'ils vont sortir un album ensemble, on place pas des personnages aussi proches si ils sont pas ensemble. Mais d'un coup, Oriana désamorce les soupçons, elle fait une remarque super innocente, elle fait remarquer que Geralt connaît un des 2 arrivants et même qu'ils sont amis. Et là le joueur se dit, bah c'est vrai, certains vampires cachent leur identité, ils fréquentent beaucoup de gens, Oriana elle connaît la moitié de la région, elle organise des soirées tout le temps, ils sont peut-être potes complètement par hasard, il n'y a peut-être pas besoin que ce soit un vampire. Et au moment où elle fait cette remarque, Oriana vient se positionner exactement au milieu de l'image. Le blocking So now she's neutral. montre que finalement, on ne sait pas vraiment dans quel camp elle est. Eh ben voilà. Exactly what I would have thought of when I was playing this and saw this scene. I would have went, ah! Oui, je comprends tout ça. Quand Geralt confirme qu'un des arrivants est un ami à lui, là elle dit « Tiens, on dirait que les opposés s'attirent. » Curious. It seems opposites really do attract. Geralt, c'est un chasseur de monstres, son opposé, c'est un monstre, elle est en train de dire qu'elle sait que c'est des vampires, et comme c'est pas vraiment un truc que tu partages avec le premier pote qui passe, si elle est au courant, c'est qu'elle en est très probablement, elle aussi, un
Et au cas où la remarque d'Oriana serait pas assez claire, elle fait cette remarque sur ce plan. C'est le retour de la règle des tiers, on l'a vu super rapidement sur Shadow of the Colossus. En simple, quand un objet est sur une de ces 4 intersections, il attire l'attention, sans pour autant accaparer toute l'attention comme s'il était au milieu. Wow. This guy's just too damn smart. Donc on peut mettre plusieurs trucs en valeur. Cette image dit une marmotte, et cette image dit une marmotte dans une forêt. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est incroyable. You're brilliant. C'est exactement comme dans Shadow of the Colossus. Une image qui dit un cavalier dans un décor rend mieux qu'une image qui dit juste un cavalier. Ici, c'est Oriana au premier plan. Sur la première intersection, elle est clairement le sujet principal. Les 2 vampires en retrait sur la deuxième intersection, ils sont le contexte, ils sont le décor. Au moment de la remarque d'Oriana sur les opposés, l'image est littéralement en train de dire sujet Oriana, contexte vampire. Normalement, même si t'es super lent, c'est le moment où tu fais oh. Je suis super lent. Si je montre cette scène à quelqu'un qui a suivi l'histoire, qui sait que les invités sont des vampires, et que je lui mets pas le son, je lui mets pas les dialogues, probablement qu'il comprendra. Il verra les soupçons, il verra le doute, puis il verra la confirmation. Et ça, c'est un truc de dingue. On peut regarder ces scènes comme si elles avaient été dirigées par de bons réalisateurs du monde du cinéma, ce qui est proprement rarissime dans un jeu. Wow. Incredible. What this man is showing me is unbelievable. It's crazy. Quand le jeu est sorti en 2015... 2015? Oh, Wow. attends. Tu vois, PlayStation. But it had... C'était où? Merde. Il a dit ça? Non. Quand le jeu est sorti... Là. Ah, tu vois, PC. OK, PC. That's good to know. Sorti en 2015... Wow, 2015... Des 4 plus gros sites Wow, 2015. de jeux vidéo qui l'ont noté à l'époque, il y en a un qui a trouvé que la mise en scène était suffisamment importante pour en parler dans ses plus et ses moins. Et c'est même pas que les sites sont vraiment en tort, c'est qu'encore une fois, ils ont déployé ces efforts de titan pour des consommateurs dont c'est pas la prio. Pour lesquels c'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est à la limite qu'ils s'en foutent. C'est pas ça qu'ils attendent quand ils achètent un jeu. Ils attendent les quêtes, la durée de vie, le gameplay, l'histoire intéressante, et tout ça ils l'ont eu, mais il y a ces efforts de fou furieux mis dans un truc qui va intéresser 1% des gens. Quel genre de dévotion qu'on trouve que quand tu mets vraiment ton sang dans un projet. And this is the guy who finds and sees the 1%, the great review. He sees the 1% that we don't. Wow. What games learn from cinemas. Comment ça s'est fini avec Oriana? Mal. Mal. Très Ok, mal. c'est la fin de mon énorme digression sur les cinématiques. Vous voulez savoir quelle scène je considérais comme étant la mieux en termes de cinématisme dans le jeu vidéo jusqu'à maintenant? Le mot est honteux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, À la fin de Red Dead 1, le personnage principal est rattrapé par une trentaine de types qui veulent lui faire la peau, et il n'y a aucun endroit où s'enfuir, et donc il décide simplement d'ouvrir les portes de la grange et de regarder la mort en face. Mais au moment où il le fait, et c'est une cinématique bien sûr, soudain le jeu active le pouvoir qui permet aux joueurs de tirer très précisément et très vite, qui s'appelle le Dead Eye, c'est cette espèce d'écran sépia que vous voyez là. Yeah. Quand le jeu l'active, le joueur qui a à ce moment-là posé sa manette depuis 5 minutes et qui est prêt à pleurer pour son personnage principal se dit « Oh mon dieu, mais en fait ça joue ». Et si ça joue, ça veut dire que je peux le sauver. Parce qu'ils n'auraient pas lancé un niveau pour rien dans lequel je peux que perdre. Et donc tu commences à aligner les têtes de tes adversaires et tu te rends compte que tu as 8 balles dans ton flingue et qu'ils sont 25. Et donc au bout d'une seconde, tu te dis mais si en fait tout l'intérêt de ça, c'est de me faire croire pendant une seconde que j'avais une chance. Et donc évidemment tu te fais flinguer. Les réalisateurs rêvent de faire des scènes qui impliquent autant les spectateurs. Et d'un autre côté, les développeurs de jeux vidéo rêvent de faire des scènes aussi cinématiques. Donc pendant longtemps, pour moi, cette scène, c'était l'exemple parfait d'être exactement entre cinéma et jeux vidéo. Maintenant, la vérité, c'est que c'est quand même beaucoup plus du cinéma que du jeu vidéo, parce que tu ne peux absolument rien changer. On te bait pendant une seconde à croire que tu peux sauver ton héros, mais ton intervention, elle sert à rien. Si je tire pas, c'est la même scène. Et depuis, j'ai un nouvel exemple, qui est mieux. It's weird. I never played Red Dead 1, but I played Red Dead 2. Red Dead 2 was amazing. That's when I had time.
beautiful scenes. Outer Wilds parle d'une sympathique race d'aliens bleus avec 4 yeux qui viennent de comprendre comment on fait une fusée et qui ont commencé à explorer l'espace. Okay, et vous êtes le petit dernier du programme spatial et c'est votre premier jour et vous allez partir explorer l'espace avec vos potes. Okay, explorer l'espace avec vos potes est un bien grand mot parce que vos potes, ils sont très isolés la plupart du temps. Chacun d'entre eux, c'est l'unique créature vivante sur la planète où il est. Et ils ont un job pas marrant parce qu'ils sont isolés sur ces planètes où il n'y a que des catastrophes naturelles et des ruines et des aliens morts. Mais ils persévèrent tous. Parce que ils ont tous cette même soif de comprendre ce qui se passe autour d'eux et ils savent que tout le monde dans le programme spatial compte sur eux. Ok, comment tu dis ça ? Déjà, tu peux leur faire jouer à tous la même chanson. Ça permet aux joueurs de les capter et de savoir dans quelle direction ils sont à peu près. En plus, chacun d'entre eux est représenté par un instrument différent, donc c'est déjà une bonne idée. Mais tu peux faire mieux. Je vais vous montrer. Damn, he ended up in space real fast. That's pretty damn cool, though. What are we looking at here? He found this scene to be amazing. Ils jouent pas juste la même chanson sur des planètes différentes, ils jouent ensemble. Ok. Ils ont l'immensité de l'espace entre eux, mais parce qu'ils ont le même rêve, ils sont jamais seuls. Et ça se voit physiquement, plutôt ça s'entend. Surtout, Wow. c'est une magnifique scène, mais on me l'a jamais mise sous le nez. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai pris sur moi de voler jusqu'à l'autre bout du système solaire, jusqu'à un endroit où je pouvais tous les capter en même temps. Cette façon-là, de récompenser la curiosité par de la magie, c'est un truc que même le cinéma saura jamais faire. I would have not in a million years have picked that up. I'd just be like, oh, the music's playing. And I'm staring at the sun. I don't even know what I'm looking at. Vous croyez qu'il nous reste un peu de temps pour parler de Pacific Rim, le jeu ? He's so good, this guy. Il est tellement bien celui-là, vraiment. C'est dans ma tête. La explication. Tu vois, ça sortit. The explanation on how he explains everything is just perfect. It's perfect. And I now realize, because of the great review, alors merci beaucoup, mon ami, merci beaucoup, there's no point in me playing any games, because if that's the kind of shit I'm supposed to pick up when I play a game, then I'm playing them wrong. I'm playing all the games wrong. I'm not looking at empty vases and going, tiens, there should be flowers in there. There's no flowers in there, so that means his wife left him and he's single. Is that how you play games? I don't play games like that. I just go, oh. Matter of fact, I don't even see shit. I was like, oh yeah, there's some things near the window. Who gives a shit? I'm just looking at the character. I'm probably not even paying attention to the paintings on the wall, saying, oh, wait a minute. Somewhere in the game, I saw that castle. So, okay, thank you. I'm playing games incorrectly, so maybe it's a good thing I haven't played in like 5 years. Good.
Good, because clearly I don't deserve to play games if that's the amount of stuff you're supposed to understand and know. So thanks a lot, Mr. Great Review. I don't even want to play the damn games now. I'm going to feel too stupid playing them. That Call of Duty was amazing. I'm not very much into the space games. I don't really care. StarCraft or Shimafu. I don't know. I have no interest in spaceships, in space, with games. Although it looks cool. But 2 years ago. Just making sure there's nothing at the end. Bon, anyway, another excellent explanation on how games learn from cinemas and how they project it into a game and how it's done. And he explained things that I would have never thought of in a million years or looked for in a game. And that's why we love The Great Review. That's why we love him. He's so damn good. He's so smart. He's brilliant. This kid's brilliant. Mr. Great Review, est-ce que tu sais how smart you are? Tu le sais. Okay. Well, okay. Just making sure that you know. Okay. Well, anyway, what video games learned from cinema? Part 2, complet. Voilà. On est fini. Et maintenant, à la prochaine. And we move on to the next one. There's only about 150 left for me to do before November. Bon. Take care. Peace out. À la prochaine.